début, puisque Ouais. le but des soirées, c'est de présenter un catalogue en entier, ce qui fait la spécificité d'un éditeur. Et quand on attaque le catalogue de l'Œil d'Or, déjà, on a un problème. On a un problème puisque donc on a des fictions comme Thorne Smith, on a des traductions de Mark Twain, on a un énorme ouvrage sur la scène lyrique, on a des ouvrages d'urbanisme, on a un colloque sur James Ellroy, on a des essais sur une catastrophe minière, sur un orphelinat, on a des ouvrages qui traitent de danse, des monographies de chorégraphes, un livre italien du XVIe siècle, 15e. 400, donc 15e. 15e siècle, voilà. Et on se dit, mais il a pas chômé en 10 ans, mais quelle mouche l'a piqué de rassembler ça dans un seul catalogue? On va commencer par le début peut-être, James Ellroy. par James Ellroy, voilà, la petite mécanique de James Ellroy qui est je crois le premier livre de l'Œil d'Or. C'est le tout premier bouquin des éditions L'Œil d'Or qui est paru il est sorti en 2000 je crois, quelque chose comme ça. C'est le résultat d'un... Alors, c'est bien parce que c'est un bouquin qui m'a permis de faire le deuil d'une partie de ma vie, donc commencer une autre. C'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres, donc une thèse de littérature sur Jean Genet. Et à un moment donné, j'ai dit à mon directeur de thèse que j'en avais ma claque de travailler sur des écrivains français morts et que je voulais travailler sur un écrivain étranger vivant. Donc il m'a proposé de monter un colloque sur James Ellroy. Et quand j'ai fini ma thèse, j'ai décidé de m'enfuir de l'université, de ne plus jamais y retourner. Et du coup, j'ai récupéré une partie des interventions qu'on a enrichies de 3 entretiens avec James Ellroy et de textes supplémentaires. Et c'est devenu le premier bouquin des éditions L'Œil d'Or. Donc j'étais très naïf. J'avais une équipe de graphistes assez efficace. J'avais monté la maison avec un ami, fils d'éditeur de beaux livres régionalistes dans le nord de la France, Thibaut Marc. Et j'étais persuadé que faire de l'édition, finalement, c'était pas si compliqué, donc j'avais pas un centime. J'ai lancé un appel d'offres auprès de mes amis qui m'ont donné de quoi payer la moitié de l'imprimeur. J'ai lancé le James Ellroy, je l'ai tiré à 1500 exemplaires. Et j'ai vendu 1500 exemplaires, donc en fait j'ai cru que c'était ça l'édition qui suffisait de sortir un bouquin, et que 4 mois après on avait vendu les 1500 et que c'était assez facile. Bon après j'ai un peu découvert que c'était plus complexe. Et tout le monde m'a dit « Ah, tu es un éditeur d'essais sur le polar ». Et le deuxième bouquin que j'ai sorti c'était un livre de cuisine. Donc là ça a un peu perturbé les libraires et mes amis. Et le livre de cuisine s'est bien vendu aussi. Ça c'était pas mal. C'était un format, un livre sur la cuisine méditerranéenne. Alors on a fait une blague de graphiste un peu pathétique. On dit beaucoup de cuisine italienne, on va faire un format à l'italienne. C'est amusant, ça se range assez mal. Quand vous voulez cuisiner avec, vous l'ouvrez, ça occupe tout l'espace de travail. Mais bon, le bouquin a bien tourné. Et c'était en fait principalement les recettes de maman. Après avoir clôturé la thèse, j'ai fait mon autobiographie sur le culinaire. Et voilà. Dans cet ouvrage, on trouve quelque chose qui moi, me marque par rapport à la plupart de tes productions, et notamment à tes productions en essai, c'est que déjà, la plupart des interventions, je trouve, sont bien écrites, et ça donne une immense envie d'aller voir plus loin. Alors, le bien écrit, c'est Quand j'étais étudiant, j'avais cette frustration d'être d'abord un lecteur de romans, de lire très peu d'essais. Chaque fois que je lisais des essais, j'étais désespéré d'avoir entre les mains souvent des choses extrêmement intéressantes, mais un peu laborieuses à l'écriture. Donc j'avais très envie de ne pas lâcher la chose sur les essais. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un bon directeur de thèse qui m'a bien formé et à l'écriture et à la forme et au fond, et donc à ne plus pas hésiter à faire des allers-retours avec les auteurs il y a des auteurs qui écrivent bien, ça c'est une chance, mais à quand même très tôt dans le manuscrit être derrière eux, à lire, à ne pas lâcher prise, à revoir le plan, à revenir sur l'écriture, etc. Et un bel essai est un essai qui se lit comme un roman. On va y revenir un peu plus tard parce qu'on vous a réservé une sélection de lectures et puis on va discuter des autres essais de la maison. Alors, parmi toutes les contributions, il y en a une que j'ai particulièrement aimée, c'est celle de Freddy Michalski, qui est le traducteur de James Ellroy, et qui fait une petite intervention d'une quinzaine de pages sur les difficultés de traduction qu'il a eues avec Ellroy et comment traduire James Ellroy. Parce que l'écriture d'Ellroy est assez lapidaire, il a un sens de la formule qui fonctionne très bien en anglais. Comment rendre ça en français? Et c'est passionnant. Alors, moi, je ne me risquerais pas à vous lire 3 exemples parce que mon anglais est pathétique, mais c'est vrai que avoir l'éclairage d'un traducteur sur la manière dont il traduit un auteur comme James Ellroy,
qui est un écrivain qui travaille beaucoup sur les effets de langue, les onomatopées, les répétitions des mêmes syllabes, une espèce d'argot qui est... Il faut se méfier des argots, que ce soit l'argot de James Ellroy ou l'argot de Mark Twain, c'est des argots fictifs, c'est des argots inventés par les écrivains en fait. C'est pas en prenant un dictionnaire d'argot qu'on s'en sort. Donc il y a une obligation de réinventer une langue, et l'intervention de Freddy dans le bouquin est assez lumineuse pour ça. Et il explique que à un moment donné, traduire, donc c'est trahir, c'est un cliché, c'est impensif, mais que la grande difficulté pour un traducteur, c'est pas tant de respecter ce qui est dit que de respecter le rythme de ce qui est dit. Et alors des fois, il arrive vraiment à coller sur le rythme de l'écrivain, et par moments, c'est totalement impossible, et il donne des exemples à la fois de phrases où il colle vraiment où il suit, et d'autres où c'est l'inverse, c'est-à-dire que le début du Dahlia Noir, la phrase de James Ellroy, c'est 4 mots ou 3 mots, et lui, il a mis 4 lignes, parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de rendre ces 3 mots. Et il le justifie admirablement bien. Alors il y a une légende d'ailleurs qui a couru à un moment donné dans le milieu littéraire français, enfin les amateurs de polar, qui était qu'en fait Freddy écrivait mieux que James Ellroy, et que c'était pour ça que c'est pas vrai. Simplement peut-être qu'à un moment James Ellroy a moins bien écrit, que c'est le moment où Freddy a arrêté de traduire aussi. Mais c'est un vrai bonheur, et la rencontre avec Freddy a été un vrai bonheur aussi, parce que ça a été... En fait, en faisant le colloque sur James Ellroy, j'ai rencontré François Guérif, qui en une demi-journée m'en a plus dit sur le monde de l'édition que n'importe qui, et Freddy Michalski, non pas Freddy Guérif, qui lui m'a donné accès à tout un pan de la littérature anglo-saxonne. Et les traductions de Michalski, tu as donc largement pratiqué depuis lors, puisque pour l'Œil d'Or, Michalski traduit ou retraduit pour certains textes Mark Twain. Ouais, alors ça c'était au même titre que j'avais été voir mon directeur de thèse en me disant j'en ai marre de faire des écrivains français morts. Freddy Michalski est venu me voir un jour en me disant je suis un petit peu fatigué par les écrivains de polar américains, est-ce que je peux te faire est-ce que je peux travailler sur des classiques? Et je dis bah oui, est-ce que tu as une idée? Et Freddy est un homme toujours rigolo, il me dit oui, j'ai une idée, je te traduis ça. En fait voilà, il me l'avait amené traduit. Donc en fait c'est 2 textes, Journal d'Adam et Journal d'Ève. Et c'est une petite merveille de bonne humeur, de joie, pour une fois Mark Twain est plein d'amour pour ses personnages, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça a très très bien tourné, c'est notre best-seller en librairie, parce qu'on en a vendu 6500. Et on a décidé de faire un Mark Twain tous les 18 mois. Alors 18 mois, c'est parce qu'il nous faut 18 mois pour avoir suffisamment d'argent pour payer Freddy. Et donc ça a mené à combien de Mark Twain? Alors on a le journal d'Adam et le journal d'Ève qui sont réunis en un seul tome, L'étranger mystérieux, Le prétendant américain, Huckleberry Finn, L'homme c'est quoi, Lettre de la Terre, le très féroce et magnifique Lettre de la Terre, qui est un texte qui a été interdit par la famille de Mark Twain aux États-Unis jusqu'en 1965. En fait, c'est Satan qui prend la parole contre Dieu pour les hommes. C'est une charge contre les religions et les intégrismes de toute forme qui est assez exceptionnelle et qui est admirablement bien écrite. Et le prochain qui sortira en mai, normalement, avril, mars, mai, voilà, c'est un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, qui est pour un tiers du livre le scénario de Sacré Graal de Monty Python, mais écrit en 1880. On découvre un Twain un peu différent de l'image facile qu'on s'en fait d'écrivain pour enfants. On sent déjà quelque chose dans Tom Sawyer ou dans Huckleberry Finn, mais là c'est vraiment une autre forme d'écriture et presque quelque chose d'un peu plus pur au niveau de sa pensée dans le journal d'Adam et le journal d'Ève, enfin qui reflète surtout le Twain de sa folie. Bon, Huckleberry Finn, c'est pas vraiment un bouquin jeunesse. Tom Sawyer, c'est une magistrale leçon d'écriture en livre jeunesse, mais Huckleberry Finn, c'est déjà plus ambigu, puisqu'il y a en fait tout le passage où Huck Finn est récupéré par son père, qui est un clochard violent, qui l'enferme dans une baraque et qui le tabasse jusqu'à ce que Huck Finn lui dise où est le trésor et qu'il le tabasse, il est prêt à le tuer. Donc il y a un rapport à la violence faite aux enfants qui est assez délirant. Mais en effet, plus Mark Twain vieillit et plus son anti-religiosité, sa radicalité intellectuelle qui en fait un démocrate progressiste qui critique le capitalisme, qui critique l'esclavagisme, qui critique donc, toutes les formes d'intégrisme religieux apparaît. Et
On a, avec L'Homme c'est quoi, Lettres de la Terre et L'étranger mystérieux, en fait, on a publié ce qui est appelé aux États-Unis la trilogie nihiliste, qui sont 3 textes indépendants, mais qui sont 3 textes publiés après sa mort, où vraiment il explique que l'être humain n'a aucune valeur morale particulière, que le libre arbitre est plus la preuve d'une aberration morale que d'une qualité supplémentaire, que les animaux finalement sont supérieurs à l'homme puisqu'ils ne sont pas capables de faire le mal, et que la religion est une superstition redoutable et dangereuse. La dernière phrase de Lettres de la Terre, par exemple, c'est quand même « La Bible est une incitation au génocide ». C'est ce qui est très fort pour un texte américain de 1900 et quelques. Et c'est vrai que c'est une écriture assez impressionnante, très efficace.